Alors j'espère que vous allez bien depuis ce matin. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute première table ronde du congrès intitulée « Regards croisés sur la pharmacie d'officine ». Avant de démarrer, vous le savez, ce congrès se veut interactif. Vous pouvez donc poser toutes les questions que vous souhaitez à nos intervenants. Ils se feront un plaisir d'y répondre à l'issue de chaque table ronde. Pour cela, un seul impératif, rédiger des questions courtes. Voilà, alors après, pour se connecter, c'est facile. Vous vous inscrivez vous suivez le lien qui s'affiche juste derrière moi, pharma.appli.live. Vous saisissez l'option chat, vous tapez sur le plus, vous rédigez votre question et vous la validez en appuyant sur la flèche. Voilà, c'est plutôt simple et n'hésitez pas à liker les questions que vous trouvez pertinentes. Je vous propose de démarrer donc cette toute première table ronde et pour cela, j'ai le plaisir d'appeler Madame Isabelle Zion. Alors Isabelle Zion, vous pouvez me rejoindre sur scène. Je vous présente rapidement. Vous êtes pharmacienne. Vous avez travaillé en France et aujourd'hui vous travaillez à Bruxelles. Vous avez aussi vécu au Canada et votre regard sur l'international nous intéresse particulièrement. Soyez la bienvenue. Je vous laisse vous installer. J'appelle également Monsieur Éric Garnier, vice-président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Vous êtes en charge des affaires internationales et européennes au sein de la SFPF. Soyez le bienvenu, Éric. Merci d'être avec nous. Monsieur Alain Delgut, vous pouvez nous rejoindre. Vous êtes membre du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens français et ex-président du groupement des pharmaciens de l'Union européenne. Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous. Et enfin, monsieur Koen Stretman, président de l'Association des pharmaciens belges, l'APB. Merci d'être avec nous. Vous pouvez prendre place autour de cette table. Voilà. Merci à tous. Alors, difficile de démarrer cet échange sans évoquer la pandémie de Covid-19. La crise a eu évidemment un impact sur les pratiques officinales, mais comment cela s'est-il traduit concrètement dans le quotidien des pharmaciens en France, mais aussi en Belgique? Et quel impact cette crise a-t-elle eu ou aura-t-elle sur l'évolution de vos métiers? Ça, nous allons en parler dans une première partie qui fera office d'état des lieux, avant d'aborder la seconde partie de cet échange, où il sera question de la vie économique de l'officine au sens large du terme en France et en Europe. Première question, je m'adresse à vous, Éric Garnier. J'aimerais qu'on commence avec vous. Pouvez-vous nous éclairer ou nous rappeler ce qui s'est fait en France pendant la crise Covid? Bonjour tout le monde. On ne peut pas commencer cette table ronde sans souligner le rôle prépondérant des pharmaciens pendant cette crise. Le pharmacien, que ce soit en France ou en Europe, a été en première ligne et c'est le seul professionnel de santé qui, avec son équipe, était présent H24 alors qu'il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de dentiste, il n'y avait pas de kiné, et le seul pharmacien. Pour souvenir, ça a commencé cette journée du 17 mars où nous avons tous été débordés dans nos officines. Et à partir de ce jour-là, le pharmacien a été mis en avant. Il n'y a pas une semaine, voire un jour, où il n'y a pas eu une croix verte qui clignote à l'ouverture des journaux télévisés. Et ceci pour une bonne chose, c'était parce que toujours pour montrer le rôle du pharmacien. Alors ce pharmacien, au début, son premier rôle a été d'essayer de trouver des masques, puisque nous n'avions pas de masques. Après, nous étions en rupture de gel hydroalcoolique, nous avons fabriqué ces fameux gels. Et puis est venue des nouvelles missions que nous n'avions pas, à savoir le test antigénique. Donc Thomas Fatome l'a dit ce matin, plus de 100 millions de tests antigéniques pratiqués par les pharmaciens. La vaccination, puisque les pharmaciens étaient habitués à vacciner contre la grippe, mais là, il y avait aussi cette vaccination contre la Covid quand elle était disponible. Le pharmacien a été retrouvé aussi dans la dispensation à domicile que nous faisions, mais là, ça a été accentué puisque nous avons mis en place des systèmes pour pouvoir arriver à dépanner nos patients qui ne pouvaient pas venir ou qui étaient malades. Un rôle qui a été assez souligné aussi, c'était une veille concernant la maltraitance des femmes et des enfants. C'est quelque chose de nouveau. La prolongation des traitements et bien évidemment un rôle d'information et de réponse aux questionnements de nos patients. Nous avons essayé de leur apporter des réponses scientifiques. Parce que la plupart d'entre eux étaient paumés, parce qu'on leur racontait un peu tout et n'importe quoi, ils ne savaient pas trop sur quel pied lancer. Donc on apportait une réponse scientifique. On avait un rôle de réconfort,
parce que certains étaient... il y a eu beaucoup de dépression, et donc tout ça a mis en avant le rôle du pharmacien dans la prévention et l'a affirmé dans son rôle de professionnel de santé. Très bien, merci pour cet état des lieux très complet, Eric. Nous allons maintenant tourner nos regards vers la Belgique, puisqu'en première ligne et face au même virus, en Belgique, vous n'étiez pas logés à la même enseigne. Alors je m'adresse à vous, Isabelle Zion. Pouvez-vous nous éclairer sur les différences significatives concernant la pratique officinale entre ces deux pays durant la crise? Oui, bonjour. Effectivement, moi, il s'est trouvé que pendant cette crise Covid, je travaillais et à Bruxelles et en France. Donc j'ai vraiment vécu cette crise en parallèle dans les deux pays. Et je dirais que le mot qui me vient sur ce qui s'est passé dans les officines françaises, c'est la réactivité, la rapidité de mise en place de nouvelles prérogatives, des outils de communication qui ont vraiment été performants, oui, peut-être des petits bugs par-ci par-là, mais vraiment confortables et rassurants pour nous. Et tous les points dont Eric a parlé, moi je les ai appréciés. Voilà, c'est une période qui a été dense, mais qui a été très riche. Et c'est vrai qu'à Bruxelles, pendant ce temps-là, on ne nous a pas sollicité autant. En Belgique, on ne nous a pas sollicité autant. Les pharmaciens ont été sollicités pour une aide à la préparation des doses de vaccins, mais pas au sein des officines. Ils ont été sollicités dans les centres de vaccination pour préparer les doses. Donc ça veut dire qu'il faut ménager du temps en plus en dehors de ses heures de travail. Enfin voilà, c'était assez compliqué. Je dirais que pendant la crise des prérogatives particulières, on n'en a pas eu tant que ça au sein des officines en Belgique. En revanche, peut-être quelques idées intéressantes. Il y a eu les softs, les logiciels des officines ont été équipés de pop-up, de fenêtres nous donnant le statut vaccinal Covid des patients. Et cela nous permettait d'aborder la question de la sensibilisation pour ceux dont on savait qu'il n'y avait pas encore eu de vaccin ou qu'ils avaient eu la première dose mais qui tardaient à prendre rendez-vous pour la seconde. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un outil informatique qui était assez intéressant, qui permettait d'aborder cette question assez en douceur et pas frontalement comme on était parfois obligé de le faire. Voilà sur les différences significatifs pendant la crise. Merci, Isabelle Zion. Alors, Koen Stretman, je rappelle que vous êtes le président de l'APB. Qu'est-ce que la crise a changé dans la pratique officinale en Belgique? Et peut-on dire aujourd'hui que la Belgique a un temps d'avance sur la France? Oui, donc je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit par Eric et Isabelle, mais en Belgique, si je prends par ordre chronologique un peu ce qui s'est passé, et surtout les derniers mois, on a rattrapé, on a fait encore plus appel sur les pharmaciens, mais au début de la crise, pour un peu compléter certains éléments, on a eu des problèmes de médicaments, on a eu le pic vers le 17 mars du paracétamol, ça vous avez eu aussi. Les pharmaciens en Belgique savent encore, par exemple, faire des préparations magistrales. C'est toujours une obligation de pouvoir faire des préparations magistrales en officine. Donc, on faisait des gélules de paracétamol pour pouvoir combler chez nous, c'est le Dafalgan, chez vous, le Doliprane, je crois, pour combler les lacunes. On a fait appel aux pharmaciens aussi pour les gels et les solutions hydroalcoolisées. Il n'y en avait plus pour les prestataires de soins de première ligne. Donc les pharmaciens pouvaient même aller chercher de l'alcool non dénaturé chez des distilleries, etc., pour fabriquer dans leurs officines, dénaturer eux-mêmes et fabriquer des solutions antiseptiques pour des patients, mais d'abord pour les prestataires de première ligne. Nous avons, en tant qu'association pharmaceutique, aussi comblé un manque d'oxygène et d'oxyconcentrateurs à domicile avec les autorités. Je sais que j'ai passé des quinzaines ou vingtaines de réunions là-dessus pour en faire sorte qu'il n'y aurait pas de manque d'oxygène à domicile. C'est parfois méconnu, mais ça nous a donné, association aussi, une plus-value vers les autorités sanitaires en Belgique. Et on a commencé de plus en plus à croire que ce pharmacien, comme Eric a dit, les croix vertes sont restées allumées. On a rassuré les patients, on a informé les patients, on était le centre d'orientation et la continuité des soins pour les patients. Et les autorités faisaient de plus en plus confiance. On a eu aussi un changement de gouvernance de ministre en octobre 2021. Ça a aussi changé un peu la politique. Et donc, en milieu de l'année passée, un peu après vous, les pharmacies étaient appelées aussi à faire du testing Covid.
Et la rapidité, exactement. On a mis en place aussi un webform électronique informatique, qui est d'ailleurs une technologie, on pourra en parler plus tard un peu plus, qu'on va mettre en place pour soutenir d'autres services de soins pharmaceutiques en Belgique, mais pour pouvoir encoder les tests pour que ça remonte et redescende dans les applications des patients, pour pouvoir, pendant l'été passé, aller en vacances, aller au resto, ou encore tester des patients, bien sûr, qui étaient positifs, parce que la capacité de testing dans les centres de test et chez le corps médical qui est en saturation était insuffisante. On a eu un peu de résistance du corps médical, mais on a formé sur 3 semaines de temps, quand on nous a donné le feu vert, plus que 4000 pharmaciens pour pouvoir faire le test en officine. Et on a 4600 pharmacies en Belgique, un petit 3000 ont participé, ont fait du testing. Beaucoup plus tard encore, le nouveau ministre, il nous a soutenus aussi en tant que vaccinateurs. On est là derrière par rapport à la France, mais une loi est passée ici au mois de mars qui permet aux pharmaciens de vacciner d'abord déjà contre le Covid. Seulement maintenant, à ce moment-ci, on est un peu à un momentum où on fait moins appel à la vaccination, mais en tout cas, on est prêt. Et je termine là. Effectivement, on a fait la sensibilisation sur la vaccination, même encore avant le testing. On a mis des webforms aussi, la même technologie en place que pour le testing, pour enregistrer les résultats. Mais ici, on consulte la base de données et on a fait apparaître dans les pharmacies ouvertes au public. C'est un service non rémunéré, mais qui était énormément apprécié par les autorités. 4,5 millions de pop-up dans les pharmacies ouvertes au public sur 11,5 millions de Belges, où on a dit ce serait bien de vous faire vacciner, première, deuxième dose. Certains patients sont et restent hésitants ou résistants à la vaccination, mais on a pu montrer que le pharmacien, en sensibilisant, donnait un coup de boost au taux de vaccination, ce qui nous a donné vraiment une bonne perception de métier dans la première ligne. Merci, Koen Stratman, pour ce témoignage. Alain Delgut, j'aimerais qu'on tourne nos regards vers les autres pays de l'Union européenne. Y a-t-il des pratiques inspirantes ailleurs ou alors des choses à ne surtout pas dupliquer? Alors, bonjour à tous. Déjà, merci pour cette invitation. Ça fait plaisir de venir à la maison, d'être là, de retrouver des amis. Et donc, je suis ravi. Alors, effectivement, ça a été, mais encore une fois, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. On l'a observé en Europe, ça a été un formidable coup d'accélérateur. Malheureusement, dans toute crise, il y a des fois des avantages et des choses qui se dégagent. Et les principaux avantages, effectivement, ça a eu cette explosion de nouveaux services qu'ont pu proposer les pharmaciens. Ça a été dans toute l'Europe. On a fait faire, Duarte, l'ancien président, avait fait faire une étude sur les nouveaux services qui sont offerts par les pharmacies européennes dans 32 pays européens. 38 nouveaux services sont arrivés proposés par les pharmacies, en partie, pour certains, en partie rémunérés. Et ça, c'est le rôle justement de Philippe d'essayer de négocier ça. Certaines, par contre, ont été temporaires. Et je pense notamment, par exemple, en France, le renouvellement des traitements chroniques qu'on a pu faire, quelque chose dont on pourrait s'inspirer. Plein d'autres choses sont arrivées avec la prescription de médicaments à prescription médicale obligatoire, etc. Donc, oui, ça a été un mouvement de fond. Ça a été un mouvement de fond pour nos décideurs, pour nos hommes politiques, de voir ce qui marchait dans un pays pouvait marcher dans le leur. Il y a eu un circuit très très court de prise de décision pour pouvoir nous autoriser à faire plein de choses. Voilà, alors on revient un petit peu en arrière parce qu'effectivement, on revient dans le rythme normal parce qu'effectivement, comme l'a dit Koen, on a certaines résistances de la part de certains professionnels ou des craintes ou des choses comme ça. Mais moi, je pense très très sincèrement qu'on a mis le pied dans la porte s'est entrouverte et on va pouvoir avancer et pour proposer d'autres choses. Alors, est-ce qu'il y a des choses à ne pas refaire dans d'autres pays européens? Sincèrement, j'en vois pas. On n'a pas du tout été mal servi en France. On a fait plein de choses que d'autres pays n'ont pas fait ou fait partiellement. Je pense à titre personnel, et puis c'est la position du GPE aussi, que les pharmaciens ont montré à l'ensemble de l'Europe que l'on était là, que devant la démission de certains professionnels de santé ou l'absence, etc., ou le retrait, on a été là tous les jours, effectivement. Et je pense que ça va marquer durablement les hommes politiques. Merci Alain Delgut. Juste un point, Koen Stratman, j'aimerais juste voir avec vous, est-ce que la crise a accéléré la transition numérique au sein des officines belges, réellement?
Oui, tout à fait. Donc, comme je disais tantôt, déjà, on a le dossier pharmaceutique partagé. C'est une technologie que l'APB a mis en place, le partage de l'historique de la médication entre les patients. Et de plus en plus, nos informaticiens, les techniciens au sein de l'APB aussi ont pu prendre des avances dans la technologie. Et cette crise Covid, pour 2 dossiers que je viens d'évoquer, donc la sensibilisation, consulter la base de données nationale de la vaccination, c'est nos propres services IT qui l'ont fait, avec des accords, vie privée et tout ce qui est nécessaire. Et on a permis, on a 8 maisons de soft. Hein. Généralement, en Belgique, s'il faut faire des développements, il faut écrire des instructions, partager aux 8 et espérer que 6 mois plus tard ou 9 mois plus tard, des choses se mettent en place. On est allé en concertation avec eux en disant on doit aller plus vite pour cette sensibilisation Covid et pour ce testing, parce que dans 3 semaines, on démarre, par exemple. Donc, on a mis un web form qui apparaît dans Google ou Firefox, mais venant du soft. Certaines données du soft sont automatiquement remplies dans le web form, donc le nom du patient, le sexe, l'âge, etc. Et d'autres données sont complétées par le pharmacien. Donc, dans la sensibilisation, j'ai sensibilisé, le patient est résistant ou le patient est d'accord et je vais le renvoyer. Et on a pu, comme ça, capter des données au niveau macro. On a fait la même chose avec le testing. Au niveau macro, on captait des données et on pouvait, chaque semaine, on le faisait aux autorités belges, donc en Belgique, pays plus compliqué que la France. Les autorités, ça c'est le fédéral et les 3 régions. On a pu montrer, voilà, par exemple en Flandre, on a testé autant de patients, autant de symptomatiques, autant de gens qui n'avaient pas de symptômes, qui revenaient de voyage, qui voulaient aller en voyage. Et on a pu montrer combien de pharmaciens participent, combien de personnes sont testées. Et donc, la technologie nous permet de donner un reporting, un monitoring. Le gouvernement ou les gouvernements investissent dans un service quand même assez bien rémunéré pour les pharmaciens d'officine. En Belgique, c'était 26 € pour un test antigénique rapide. Et on vous montre ce qu'on fait avec votre argent. Ça, c'est en termes de valeur politique de défense professionnelle ou de développement professionnel, un atout immense. Et cette technologie, on va maintenant l'utiliser cette année-ci pour mettre de nouveaux services en place et les soutenir. Ça donne un apport vers le pharmacien parce que c'est un protocole standard dans toutes les officines. Dans chaque officine, c'est la même chose. On a 2 services qu'on veut mettre en place, c'est le sévrage des benzodiazépines, donc des somnifères en Belgique via des préparations magistrales progressivement pour donner la possibilité des patients d'arrêter leur somnifères. Et le deuxième service qu'on veut mettre en place fin de l'année, c'est la Medication Review, donc la revue de la médication pour les patients polymédiqués. Et si on soutient ça via ce type de formulaire qui apparaît, on a des questions standards, des algorithmes derrière qu'on peut soutenir. Le pharmacien fait partout en Belgique le même protocole, le même parcours. Ça, c'est aussi une arme vers le monde politique pour dire on va l'implémenter, mais pas là, en Flandre comme ça, à Bruxelles autrement, etc. On va l'implémenter de manière standardisée. Les pharmaciens sont soutenus, les autorités savent ce qu'on fait avec leur argent la semaine après ou le jour après. Et on est en train, demain d'ailleurs, on connecte notre système avec les autres hubs, je veux dire, de santé en Belgique. Il y en a 4, il y a un 5e, ce sera celui des pharmaciens maintenant. Il sera interconnecté, qui permettra de partager le résultat de ces nouveaux services avec le médecin et ultérieurement avec le patient. Donc on a un win-win-win, je dirais, pour tout le monde. Win pour le pharmacien, protocole standardisé, win pour le décideur parce qu'il sait ce qu'on fait avec l'argent et c'est protocolé, monitoré et reporté. Win pour le médecin parce qu'il voit ce que le pharmacien fait. Et je crois effectivement, on en a parlé tantôt, que si le médecin va voir ce que le pharmacien fait avec son patient, enfin, ce n'est pas son patient, j'aime pas cet article mais possessif, mais je veux dire, je crois que ça va améliorer la relation entre médecin et pharmacien si les médecins voient ce que le pharmacien fait pour leur patient alors. Et le patient a aussi l'intérêt de voir ce qu'on fait en termes de santé sur une application comme on l'a fait avec le testing. J'ai eu des entretiens avec des patients et l'appréciation de la population belge était énorme vers les pharmacies qui faisaient du testing parce qu'ils avaient sur leur application en direct le résultat du travail du pharmacien et donc ça donne une satisfaction vers le corps pharmaceutique. Merci pour ces précisions. Éric Garnier, en écoutant Constraint Match, j'ai le sentiment qu'en France, on a un petit peu de retard. Peut-être pouvez-vous réagir à ce qui vient d'être dit ?
Il y a un point où on a beaucoup de retard, c'est sur la e-prescription. On a déjà parlé, tant que la e-prescription ne sera pas mise en place, et déjà qu'il n'y aura pas eu ce problème de ce coup de pouce à l'hôpital, c'est évident. Après, on n'est pas en retard, parce que je veux dire, on a été quand même un pionnier pour la vaccination, pour le testing aussi. Donc, non. Alors, on n'est pas au premier plan pour tout, mais voilà, on a quelques petits points positifs. Très bien. Si vous n'avez plus rien à ajouter, je vous propose de passer au second thème de cet échange où il va être question de la vie économique au sens large du terme de l'officine. Nous évoquerons notamment le mode d'exercice en France et en Europe, mais aussi les questions de rémunération. Et j'aimerais qu'on recommence avec vous, Éric, en préambule. Et pour préciser de quoi nous parlons, pouvez-vous nous rappeler quels sont en France, quels sont les 3 piliers qui régissent le métier en France? Au niveau européen, il y a des différents modes d'exercice avec des différences importantes au niveau de la population, puisque, prenons des extrêmes, par exemple au Danemark, nous avons pratiquement 12 000 habitants par officine et avec 9 pharmacies pour 100 000 habitants, et à l'inverse, en Grèce, nous avons 1600 habitants par pharmacie et 96 officines pour 100 000 habitants. Donc les différents pays sont régis de manière assez différente, mais par contre on retrouve quand même ces 3 piliers qui ne sont pas présents dans tous les pays européens, mais on les retrouve quand même dans de nombreux pays. Bon, ces 3 piliers sont le monopole pharmaceutique, la loi de répartition des bons géographiques et l'exercice personnel de la pharmacie. Si déjà il y avait au niveau Europe du Nord et des pays anglo-saxons, on savait depuis longtemps qu'il y avait des pays qui étaient un peu à part, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une évolution. Par exemple, au niveau du GPE, nous avons créé un groupe qui s'appelle la pharmacie latine. Puis, nous l'avons créé il y a peut-être une quinzaine d'années, parce qu'il y avait des modes d'exercice qui étaient similaires. Donc ce groupe concerne la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Et même parmi ces groupes qui avaient un exercice commun, maintenant on arrive à trouver des différences. Donc, par exemple, sur le monopole pharmaceutique au niveau des pays européens, il n'y a plus que 10 pharmacies qui ont encore le monopole pharmaceutique. 10 pays qui ont le monopole pharmaceutique. Au niveau de la loi répartition, c'est 11 pays. Et au niveau de l'exercice personnel, c'est 11 pays aussi. Donc il y a quand même pratiquement 20 pays pour lesquels le pharmacien, on ne nécessite pas un pharmacien pour être propriétaire d'une officine. Voilà. Et donc ces 3 piliers régissent notre exercice quotidien. Et au niveau de l'Europe, aujourd'hui, il n'y a plus que 3 pays qui conservent ces 3 piliers. Il y a la France et l'Espagne essentiellement. Après, vous avez le Luxembourg, mais il y a 98 officines. Donc c'est assez réduit. Mais voilà, donc il n'y a plus que deux pays. Et en plus, ce sont 2 pays qui sont assez similaires, puisque la France, il y a 66 millions d'habitants, en Espagne, il y a 47 millions, et 22 000 officines en Espagne et 20 000 en France. Très bien. Alors, concernant le premier pilier, la répartition des pharmacies est-elle homogène en France pour répondre aux besoins de tous les habitants? Y a-t-il des déserts pharmaceutiques et dans certaines... Oui, alors la répartition au sein des grandes villes, c'est vrai qu'il y a certaines villes qui ont une surdensité d'officines. Donc on essaie de travailler dans ce sens pour faire qu'il y ait des regroupements pour essayer de diminuer le nombre. Mais bon, ça date pas d'aujourd'hui, ça vient du temps où il y avait des créations par voie dérogatoire, où des dérogations, où des pharmacies ont été... des autorisations d'ouverture ont été données larga manu pour faire plaisir aux uns et aux autres. Et donc aujourd'hui, on traîne un petit peu ça. A contrario, il y a des endroits où on a toujours des officines, mais on n'a plus de médecins. Donc aujourd'hui, on n'a pas de désert pharmaceutique, on a des déserts médicaux, mais il ne faudrait pas que du fait qu'il n'y ait plus de médecins, on arrive à des déserts pharmaceutiques. Mais aujourd'hui, on peut quand même se vanter d'avoir une répartition assez homogène sur le territoire. Très bien, merci. Constretman, qu'en est-il en Belgique? Et peut-être un point sur les franchises. Sur les franchises, oui. J'ai pas très bien compris. Il pose la question par rapport à l'indépendance du métier. Voilà. Quels sont les piliers, un peu comme... Oui, voilà. Les chaînes, ok. Oui, comme Éric a dit, on a aussi certains piliers
enfin, je dirais protection du métier en Belgique, mais ils sont différents qu'en France. Enfin, ils sont fort semblables. J'en cite les plus importants. Donc, on a aussi la distribution exclusive des médicaments. C'est toujours fait par la pharmacie, les pharmaciens, ce qui n'est pas partout en Europe le cas. Aussi pour les médicaments non soumis à prescription, et on essaye de le maintenir. On n'appelle ça pas un monopole, mais la délivrance accompagnée des médicaments non soumis à prescription auprès des patients. Ça, c'est un pilier important. L'autre pilier important, c'est que la répartition, on a aussi une réglementation de répartition en Belgique, donc semblable, je crois, qu'avec la France, enfin, ça vient d'être revu, mais on a un peu plus de pharmacies en Belgique que par prorata des habitants qu'en France. On était, il y a quelques années, le numéro 3 en Europe en nombre de pharmacies par 100 000 habitants. Maintenant, on a descendu vers le numéro 8 ou 9. On va vers la moyenne européenne. Et on a 4600 pharmacies sur le territoire. Mais on a une protection aussi on ne peut pas installer où on veut une pharmacie. Alors, ce qu'on n'a pas, je crois que ça va m'amener vers le troisième pilier et les franchises, c'est un droit de propriété. Ça n'existe pas en Belgique. On a essayé ça dans les années 90 de le réobtenir, mais il y a un historique, je ne vais pas tout expliquer, mais il y a aussi des mutuelles, des assureurs publics qui ont en main des groupes et des chaînes de pharmacie en Belgique. Mais n'empêche, la profession est principalement encore prestée en tant que professionnel, profession libre, par des pharmaciens indépendants, propriétaires de leur pharmacie. Parmi les 4650 pharmacies, je crois qu'il y a plus que 3500, enfin plutôt 3900, qui sont des pharmaciens indépendants qui exercent dans leur propre pharmacie. Mais 3500 ont une pharmacie, les autres 400, je veux dire, sont en main des pharmaciens indépendants qui ont 2, 3 ou parfois 4 pharmacies ou plus. Alors les autres 700, c'est vrai, ça sont les groupes. On a des groupes dans les mains des mutuelles, on a des groupes, donc c'est parfois des investisseurs qui ont une chaîne de pharmacie qu'on peut appeler alors donc des franchises. C'est vrai que ça, par le passé, surtout dans les années 90, 2000, ça donnait de la concurrence entre les indépendants et entre ces groupes-là. Aujourd'hui, l'association pharmaceutique belge représente 4000 pharmacies, surtout les indépendants, et on essaie de collaborer avec les 600-700 autres parce qu'on n'a plus d'intérêt de faire la guéguerre entre les pharmacies, même si donc c'est différent qu'en France au niveau du contexte, mais on a tous l'intérêt de mettre en avant la pharmacie, le pharmacien, même si entre les groupes par exemple, le plus grand groupe en Belgique, c'est 280 pharmacies, pardon. C'est vrai que ça donne des dynamiques différentes, parfois en termes de ristourne, etc. Mais on a plus de terrain à gagner et d'être d'accord sur 95 ou 99% pour mettre le métier en place en Belgique. Donc on concerte aussi avec eux pour ne pas être trop différents et mettre la pharmacie, le pharmacien en place en Belgique. Merci, Koen Stratman. On va partir au Canada avec vous, Isabelle Zion, maintenant, puisque en France, le médicament ne se trouve qu'en officine. Ce n'est pas le cas au Canada où vous avez vécu. Alors, est-ce que c'est une bonne chose d'acheter son paracétamol comme on achète sa baguette de pain, finalement, ou pas? Alors, voilà, effectivement, ma petite expérience au Québec m'a fait visiter les pharmacies qui sont plutôt sous forme de drugstore à l'américaine, avec 3 zones. La zone de l'officine telle que nous, on la connaît, qui est tout au fond. Ils appellent ça le labo, c'est l'exercice tel qu'on le connaît, avec même des prérogatives très intéressantes. À l'avant de ces drugstores, c'est ce qu'ils appellent le plancher. On achète des chips, on achète du chocolat, un journal et des pellicules photos. Et il y a une zone intermédiaire entre ce plancher et le labo du fond, qui est la zone, je pense, qui nous pose problème à nous, et qui est une zone théoriquement sous la responsabilité du pharmacien, mais qui dans la pratique ne l'est absolument pas. Donc c'est une zone ouverte de linéaire, avec du paracétamol, alors qui s'appelle acétaminophène en Amérique du Nord, mais du paracétamol à 600 mg en boîte de 500 comprimés, en vente libre. De l'ibuprofène en boîte de 300 comprimés, de la pseudoéphédrine. Bon, j'arrête la liste, ouais. Vous avez un petit peu compris le principe. Donc, sur le papier, c'est sous la responsabilité du pharmacien, sauf que dans la pratique, on se sert à l'aise. Si on veut acheter 10 boîtes, on achète 10 boîtes, des décongestionnants pour le nez, des décongestionnants pour les yeux. On passe à la caisse
où là, il n'y a aucun professionnel de santé, il s'agit de commis, de caissiers, et voilà, et l'affaire est dite. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi, personnellement, je reste persuadée que c'est une banalisation. Vendre des conditionnements aussi gigantesques de façon complètement libre, ça banalise le médicament, et pour moi, c'est pas une bonne chose. Alors, au Québec, les intoxications médicamenteuses, l'intoxication médicamenteuse numéro 1, c'est celle par le paracétamol. Est-ce que c'est un lien de cause à effet? Ça, je n'en sais rien, mais on peut le penser. Voilà. Pour moi, cette banalisation n'est pas bonne pour les personnes, pour le patient. Merci pour cette réponse. Alain Delgut, à l'échelle européenne, qu'en est-il? Et existe-t-il d'autres disparités entre les pays? Alors, l'intérêt de voir un petit peu en Europe ce qui se passe, bon, je ne reviens pas sur les modèles qu'on a évoqués, eh bien, c'est peut-être aussi de compiler, de collecter un petit peu toutes les informations dont on dispose et de pouvoir ensuite vous en servir dans chaque pays pour pouvoir présenter les avantages et les inconvénients. Les avantages, on en a parlé au niveau de la France et au niveau de la Belgique. Je voulais vous donner peut-être 2 exemples européens de choses à ne pas faire. Vous m'avez demandé tout à l'heure ce qu'il fallait surtout pas faire. Je vais vous donner deux exemples européens, enfin un qu'il ne faut pas faire et un autre qui explique pourquoi. Et ça, c'est important ensuite, quand on a ces données, de pouvoir les présenter à nos hommes politiques et de leur expliquer quand on va voir nos parlementaires, quand on va voir le service des ministères de la Santé. Premier exemple, effectivement, c'est ce qui se passe en Angleterre. Et il y a une enquête qui a été faite dans un journal qui s'appelle Le Guardian, qui est un grand quotidien national, qui a montré les déviances de ce qu'on peut observer lorsque, Kuhn pourrait en parler peut-être aussi un petit peu, quand on a des grands groupes qui possèdent et quand le pharmacien n'est pas propriétaire de son officine. En Angleterre, il y a ce qu'on appelle les MUR, les Medication Use Review. Tout le monde parle couramment anglais ici. En fin de compte, c'est ces bilans de médication. Hein. Donc, on regarde, les pharmaciens anglais regardaient le type de médication, de médicaments que les gens prennent. Et puis, ils disaient, il ne faudrait peut-être pas prendre ça. Par contre, il faudrait peut-être baisser la dose de ça, etc., etc. Et donc, c'est quelque chose qui était rémunéré par le NHL, le système d'assurance maladie de l'Angleterre, pour pouvoir améliorer la prise des médicaments pour les patients. Eh bien, il y a eu une plainte des pharmaciens parce qu'il y avait des pressions de la part donc, des investisseurs, de la part des propriétaires de ces grandes chaînes pour ne pas tenir compte de ces MUR, de ces Medication Use Review, et de continuer toujours à inciter à en prendre encore plus. Et c'est exactement ce qu'on trouve avec ces boîtes de 500 comprimés au Canada, des choses comme ça. Donc ça nous permet de montrer ça. Les déviances qu'on peut avoir. Et l'autre chose aussi qui est possible, c'est de montrer aussi pourquoi certains, ça, je suis en train j'ai perdu le fil de mon intervention. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Les Medication Review. Et oui, pourquoi effectivement le maillage, des fois, dans certains pays, peut sauter. Et on a pris l'exemple de la Suède. La Suède était un pays où il y avait un système étatique de pharmacie. Donc, c'était des pharmacies d'État. Et c'est des pharmacies d'État qui fermaient le soir à 16h. Et le vendredi à 16h, vous avez mal aux dents à 16h15, impossible de trouver un médicament. Une seule pharmacie de garde dans la capitale. Et de plus, dans certains coins en Suède, il y a des pharmacies tous les 300 km. Alors, donc, vous faites le rapport par rapport à la France. Ce qui fait que quelqu'un qui était au fin fond de la Suède, qui avait mal aux dents à 4h15, eh ben, devait attendre le lundi matin de se faire 150 km pour aller retrouver ça. Donc du coup, il y a eu une libéralisation énorme dans ce pays, avec notamment une sortie du monopole et de mettre certains médicaments en libre accès dans les stations-service, les marchands de journaux, etc., pour faciliter avec des médicaments simples, le paracétamol, les antihistaminiques, des choses comme ça. Sauf qu'on s'est aperçu ensuite, effectivement, qu'il y avait des problèmes, notamment de surdosage de paracétamol, avec les atteintes hépatiques que vous connaissez tous. Donc, du coup, ils ont été obligés de créer une astreinte téléphonique 24/24, 7/7, pour pouvoir renseigner les patients qui allaient chercher un médicament comme ça dans une station-service. Enfin, voilà. Donc, il y a tous les systèmes qui existent en Europe, hein, effectivement, avec 1, 2, 3 piliers ou pas de piliers du tout. Et puis on s'organise avec des pays où ce ne sont pas des pharmaciens, mais des technicians, des super préparateurs hein, qui ont des compétences, hein, qui ont fait des études, mais il n'y a pas de pharmaciens responsables. Enfin, il y a plein de systèmes qui sont différents dans toute l'Europe.
Et justement, la richesse du GPE, la richesse d'échange avec nos confrères, eh bien c'est ça, c'est de pouvoir tirer des exemples de ce qu'il faut faire, s'inspirer de pays ce qu'ils font, de regarder ce qu'il ne faut pas faire avec les déviances et de pouvoir prouver à nos hommes politiques ce qu'il ne faut pas faire. Et également d'expliquer pourquoi certains pays évoluent dans tel sens ou dans tel sens. Vous savez qu'un bon nombre de pays en Europe de l'Est sont revenus en arrière en termes de monopole, justement à cause de ces accidents iatrogéniques. Donc voilà, on essaye de porter, nous, un modèle à la française avec ces 3 piliers que vient d'expliquer Eric, en ayant toujours en tête que le but qui doit nous amener, qui doit nous mener, eh bien, c'est l'intérêt du patient et c'est l'intérêt de la santé publique. Et avec ça, on est fort vis-à-vis de nos politiciens. Alors c'est peut-être plus facile, je regarde Philippe, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire ensuite quand on est face à nos hommes politiques ou au directeur de la CNAM. Mais c'est quelque chose dont je peux vous assurer, ils tiennent compte et qu'on voit qui s'applique dans tous les pays européens. Très bien, merci Alain Delgut. Un point pour réagir ou conclure cette première partie, et puis ensuite nous passerons à la partie rémunération. Peut-être Eric, une réaction ? Non, pas spécialement. On a fait le tour. Là. Je pense que Alain nous a donné des exemples comme la Suède qui sont à prendre en compte. Hein. Et nous avons bien sûr l'avis d'Isabelle. C'est vrai que l'exercice au Canada nous intéresse à nous de notre côté, puisque il y a des services que font les pharmaciens là-bas, c'est-à-dire des adaptations posologiques, des interventions pharmaceutiques qui sont très intéressantes pour nous et d'ailleurs on s'y penche sérieusement dessus pour pouvoir nous le développer dans les avenants de la future convention. Et donc c'est très intéressant. Et bien sûr, ce que tu disais, toi, c'est vrai que c'est très intéressant de voir cet aspect des pharmaciens au niveau de Belgique avec les chaînes. Voilà. Très rapidement encore, on voit effectivement ce type de déviance parfois aussi en Belgique. Hein. Les pharmaciens indépendants, la moyenne en Belgique, c'est 2 pharmaciens, 1 assistante, ce qui est chez vous une préparatrice par pharmacie, tandis qu'on voit dans les groupes 1 pharmacien et 2 préparateurs. Ça, c'est un peu c'est un autre exemple. Et très rapidement encore, exemple à faire, à ne pas faire. Les autotests en Allemagne, on les met en grande surface. Et après une demi-journée, le stock est totalement vidé. Certains ont beaucoup de stock et les plus précarisés, ils n'ont rien. En Belgique, on a dit, les 3 premiers mois en tout cas, c'est que la pharmacie qui va les distribuer, max 2 par personne. Et pour les précarisés, on met un remboursement en place. C'est nous qui avons proposé ça aux autorités pour qu'ils puissent bénéficier à 1 € de 2 tests par semaine. Et donc, on a vu que toutes les personnes avaient des tests de manière équitablement distribuée et que les gens qui sont le plus en difficulté financièrement avaient en plus un remboursement jusqu'à 1 € seulement de pied de leur poche. Donc voilà, cet exemple-là prouve aussi ce qu'il y a à pas faire ou à faire. Merci, Con Stratman. Une question maintenant, puisqu'on va aborder ensemble le volet rémunération. Comment les pharmaciens sont-ils rémunérés en Belgique? Et puis, où en sommes-nous aujourd'hui et vers où tendons-nous à aller? Oui, merci pour la question. Bon, par où commencer, hein? Combien de temps est-ce que vous avez? Mais la rémunération, bon, c'est un sujet sur lequel on s'occupe tout le temps. En Belgique, si on va macro rapidement, 55% du revenu de la pharmacie et même du chiffre d'affaires sont des médicaments les plus essentiels qui sont remboursés et remboursables. Il y a 10% sont des médicaments qui ne sont pas remboursés en Belgique, mais qui sont soumis à prescription. 15%, c'est les médicaments non soumis à prescription, donc le OTC. Vous additionnez ça, ça veut dire que 80%, c'est médicaments. Ça reste le corps du métier du pharmacien en Belgique. C'est quoi les autres 20%? Ben, c'est des produits compléments alimentaires, para, etc., etc. Si on fait un zoom sur... donc, la plus grande partie, c'est quand même les médicaments remboursables. Si je fais un zoom là-dessus, comment c'est évolué en Belgique, c'est qu'avant, c'était une marge linéaire sur le coût du médicament. Donc, on avait un pourcentage par rapport à son prix public. Déjà, en 2006, 7, 8, mes prédécesseurs ont dit, si on continue à faire comme ça, on s'écroule, on va droit dans le mur. En 2010, on a fait une très bonne réforme. On va se délier grandement, mais pas totalement, c'est important, pas totalement,
du prix des médicaments. On garde une petite marge économique, par exemple pour garder des incitants quand c'est des médicaments très chers, de vouloir encore investir en tant que pharmacien, mais le reste, on lie avec un honoraire de délivrance à la boîte. Donc, 80% de la rémunération sur ces médicaments remboursables, la rémunération est liée à un honoraire de délivrance à la boîte. Ça, c'était 2010. Très bonne manœuvre parce que plein de baisses de prix. Je crois que la France a suivi cette tendance par la suite, l'exemple belge, pour reformer ces systèmes de rémunération. Maintenant, on est 2022. Qu'est-ce qu'on fait depuis lors? On essaye de mettre en place, et c'est un modèle qu'on peut défendre pour tous les prestataires de soins, que ce soit pharmaciens ou autres, c'est d'avoir, on appelle ça un modèle théorique, un cappuccino. Pourquoi cappuccino? C'est plusieurs couches de rémunération différentes pour rémunérer un prestataire de soins. Pourquoi? Si vous liez trop au prix ou au volume, la prestation sera poussée vers tourner le plus que possible du volume. Or, ce n'est pas toujours le plus intéressant pour le patient en termes de santé de faire que du volume. Donc, on est en train d'évoluer avec des couches. J'entends parfois aussi lasagne ou il y a d'autres modèles. Moi, personnellement, j'aime bien l'Irish Coffee. Mais l'idée, c'est des différentes couches. Donc, on a toujours lié au prix, toujours un grand honoraire lié le plus grand au volume, mais on commence à créer les autres couches du lasagne, si vous voulez. C'est-à-dire, en 2017, pharmaciens de référence, les patients chroniques, 1,2 million de patients belges sont affiliés à leur pharmacien de référence. Il tient à jour un schéma de médication et il met à jour des différents prescripteurs et il le donne aux patients. Ce n'est pas assez rémunéré, on va y travailler pour le faire augmenter, mais c'est un abonnement. C'est totalement autre chose que lié au prix ou que lié au volume. Peu importe si le patient prend 5, 10 ou 15 médicaments, j'ai le même tarif. Donc, je ne suis pas payé pour donner plus de médicaments au mois, je suis payé pour accompagner le patient. Autre exemple, en maison de repos, 2015, on a fait une réforme, plus d'honoraires liés à la boîte, un honoraire lié par semaine. Donc, si le pharmacien en maison de repos fait des actions, donc là, c'est une réforme totale de l'honoraire de la boîte à un honoraire lié à la semaine. Si le pharmacien fait beaucoup d'actions pour, à la limite même, diminuer le nombre de médications en maison de repos, parce qu'il y a vraiment une polymédication, en fait, il aura moins de travail dans sa pharmacie, mais par semaine, il a un honoraire fixe, il est le même. Donc, il est plutôt poussé à faire d'autres choses. Je vais terminer. On top of that, en plus, on fait aussi maintenant des nouveaux services qu'on essaie de dégager pour cela, des nouveaux budgets, parce que par le passé, on a fait aussi des shifts dans le budget, dans la rémunération, mais maintenant, on dit aux autorités, écoute, faites plus appel aux pharmaciens. On peut le faire en prévention, orientation et en soins pharmaceutiques pour lesquels on est connu, pour accompagner la médication. Mais on va faire des nouveaux services, donner de nouveaux budgets. Et là, c'est parfois payé à la prestation. Vaccination, testing, un entretien asthme depuis 2013, un entretien, j'espère, fin de l'année, comme j'ai dit tantôt, sur la polymédication. Donnez-nous un fee for service, un honoraire, parce qu'on a presté les services. Merci, Voilà. c'est très clair. Éric Garnier, quelle différence avec la France? Nous aussi, nous sommes passés à une rémunération mixte. Nous sommes restés jusqu'à une rémunération basée sur la marge jusqu'en 2012, il me semble. Et puis, nos prédécesseurs sont allés au bout du bout. Et puis, un jour, ils se sont dit, on ne peut pas aller plus loin, donc, puisque le prix du médicament était la variable d'ajustement des différents PLFSS successifs. Et chaque fois, donc, c'était la pharmacie qui était un des principaux contributeurs. Donc, il a fallu faire changer ce mode de rémunération. Donc, on est passé progressivement à une rémunération mixte, donc toujours basée sur une marge, mais aussi en introduisant des honoraires pour se déconnecter des prix et des volumes. Donc, aujourd'hui, sur le médicament remboursé, nous sommes aux alentours de 75%. Ce qui est bien et qui nous permet d'épargner les impacts des mesures gouvernementales. Il en est de même partout en Europe, puisque il y a de plus en plus de pays qui ont des rémunérations mixtes et que la rémunération basée sur la marge est abandonnée de
plus en plus. Vous avez quand même certains pays qui, eux, ont des rémunérations qui sont basées uniquement sur les honoraires. Et un deuxième aspect au niveau économie, c'est le prix des médicaments. Le prix des médicaments en France est basé sur une moyenne de plusieurs pays européens, alors que vous avez des pays européens sur lesquels les prix des médicaments sont basés sur le tendering, c'est-à-dire les appels d'offres. Voilà. Donc, comme disait Kuhn, nous aussi, nous avons cette rémunération mixte, mais nous allons aussi vers la mise en place de plus en plus de services, et avec une rémunération qui est associée, et on le voit dans la dernière convention, il y a de plus en plus de missions qui sont attribuées aux pharmaciens et qui permettent aussi d'avoir une diversification de la rémunération. Merci pour ces regards croisés. Alain Delgut, en tant qu'ancien président du GPIE, un mot sur l'évolution du système de rémunération. Alors, ce système de rémunération, il s'impose à tous les pays européens. Et je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple de la Hollande, où maintenant, pour le prix des médicaments, c'est fixé par appel d'offres. C'est-à-dire que tous les 6 mois, vous avez la liste, et l'oméprazole, maintenant, je crois que c'est 1 centime ou 2 centimes le comprimé. Donc, je vous laisse imaginer le prix de la boîte si on était resté comme avant, avec uniquement au prix au comprimé, et si on n'avait pas rajouté cette marge ou cette rémunération à la dispensation de la boîte. Alors tout ça, vous voyez, ça change, et tous les pays sont dans la même mouvance, parce que ça a un coût, on fait baisser les prix, les génériques arrivent. Ce qui a été intéressant en termes de rémunération, effectivement, ce sont les services associés qui arrivent. Kuhn nous a donné des exemples, Eric également. Au niveau du GPIE, on avait lancé une étude, c'était sous la présidence précédente, quand c'était le Portugal qui menait ça, et ça a été poursuivi effectivement pendant la présidence française à l'autre année. Et surtout, l'intérêt de montrer dans ce système de rémunération à l'acte, quand on propose de nouveaux services, c'est l'efficience, puisque c'est ça qui va intéresser le payeur, c'est ça qui va intéresser l'homme politique. Alors, le bien-être du patient, ça effectivement, ça a été prouvé, donc là, il n'y a pas de souci, effectivement, quand on supplée à un manque, à une pénurie de paracétamol, de gel de paracétamol, etc. Donc là, effectivement, il y a intérêt. Mais surtout, c'est que cette étude qui est disponible, qu'Erika, que la FSPF a, bien sûr, puisqu'ils font partie du GPIE, c'est de montrer que 71%, donc pratiquement 3/4 des services étudiés, permettent au système de santé de faire des économies. Et lorsque vous montrez ça, effectivement, et lorsque vous pouvez mettre ça en avant, vous pouvez le prouver de façon, c'est une étude qui a été menée avec des universitaires, et dans les 32 pays européens, on peut voir effectivement que la plus-value du pharmacien, c'est pas seulement d'être là 7 jours sur 7, d'avoir cette astreinte que vous connaissez tous, mais c'est de pouvoir faire des économies au service de santé. Et donc, c'est pour ça que l'on voit dans tous les services qui ont été proposés, dans les 38 services qui ont été proposés, et bien maintenant, le plus souvent, une rémunération qui est associée, pas systématiquement. Par exemple, dans notre pays, la récupération des menus n'est pas valorisée, on n'est pas indemnisé pour ça, mais dans d'autres pays, on est indemnisé. Voilà. Et on peut, comme ça, un petit peu évoluer et avancer. Alors, certains vont nous dire, effectivement, c'est pas très, très élevé, etc. Mais c'est encore une fois, c'est le pied dans la porte. On avance comme ça. Et ensuite, le plus dur, c'est ça, c'est de pouvoir prouver l'efficience et de prouver l'intérêt économique pour les décideurs. C'est une vague européenne, mais je ne crois pas que seulement européenne, mondiale, quelque chose qui évolue fortement. Et heureusement que nous ne sommes pas restés uniquement à une marge associée sur le prix de vente du médicament, parce que là, je vous ai donné l'exemple hollandais, eh bien, on serait peut-être moins nombreux ici dans cette salle. Merci Alain Delgut. Alors en guise de conclusion de cette première partie où nous avons abordé l'économie de l'officine au sens large du terme et les questions de rémunération, Isabelle Zion, vous qui avez travaillé en France, vous travaillez actuellement à Bruxelles, vous avez vécu au Canada, où est-ce que c'est le plus sympa de travailler aujourd'hui? Alors, le côté sympa, moi, il est partout, puisque moi j'aime bien mon job, j'aime bien le faire partout. Je vais vous dire les points forts, je trouve, à l'exercice en France, et puis les points forts, je trouve, à l'exercice en Belgique, rapidement. En France, l'exercice est plus large. En plus du médicament, on touche à l'orthopédie, ce qui n'est pas le cas en Belgique, puisque cette activité appartient à part entière aux bandagistes orthopédistes, une profession réglementée à part. Donc c'est une partie de notre exercice en France qu'on ne fait pas, et moi je sais que ça me manque.
le maintien à domicile. Voilà, je pense qu'en France, on a une prise en charge un petit peu plus globale de la personne. Peut-être plus de relations, en tout cas dans les zones rurales, ce qui était le cas quand je travaillais ici, j'étais en zone rurale, plus de relations avec les soignants, les infirmières, les labos, les médecins qui sont juste à côté. Voilà pour les points forts. L'accès à la vaccination qui s'est bien fait et que je trouve très intéressante. Et en revanche, en Belgique, il y a aussi des points forts. Et là, en ce moment, enfin pour les 2 dernières années, moi, j'apprécie énormément la dématérialisation de la prescription. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, de très confortable, de très sécurisant. J'ai été très gênée pendant la période Covid en France par toutes ces prescriptions photocopiées, envoyées par mail, sur des documents qu'on n'arrive pas à ouvrir, enfin des choses qui nous donnaient peu de garanties finalement, et on veut toujours dépanner, et on veut. Et du coup, moi j'adore cette dématérialisation en Belgique, là, ça marche super bien, c'est très confortable, les patients sont contents. Et nous, enfin, en tout cas, moi, dans ma pratique de tous les jours, je trouve que c'est très, très satisfaisant. Donc voilà. Merci pour ce témoignage. Allez, on va tourner nos regards vers l'avenir. C'est la 3e partie de cette table ronde. Éric Garnier, en quoi le modèle français est-il à défendre aujourd'hui et quelles pistes d'amélioration? Alors, je vais revenir sur ces 3 piliers, parce que le but, c'est de conserver ces 3 piliers, bien évidemment, les défendre, garder l'encadrement qui est le nôtre concernant la vente en ligne, parce qu'on n'a pas parlé, mais ceci est très, très important. Mettre en place, en application, cette nouvelle convention qui va permettre de développer les missions, enrichir cette convention qui est ambitieuse. Quand cette convention est parue, j'ai reçu un SMS du président des pharmaciens irlandais qui m'a dit « Félicitations pour cette convention, elle est très progressive, comme il dit, mais il me dit « Il faut attention, il faut qu'il y ait une rémunération qui soit à la hauteur de l'investissement que cela va vous demander. » Donc à nous de travailler dans ce sens. Qu'il n'y ait pas de création d'usines à gaz concernant l'exercice de notre métier. On ne va pas venir sur des sujets qui fâchent, mais on subit ça concernant certains dossiers. Pour les nouvelles missions qui vont nous être attribuées, il faudra que les formations soient normales et qu'on ne demande pas plus aux pharmaciens ce que l'on demande aux autres professionnels français pour les mêmes fonctions. Et le dernier point que je voudrais soulever, c'est que nos honoraires aujourd'hui sont fixés et ils ne sont pas évalués en fonction de l'inflation comme ce qui se passe en Belgique. Voilà. Et aujourd'hui, avec une inflation à 5% et une augmentation des salaires de nos équipes, je veux dire, il faut absolument que les honoraires qui sont attribués aux pharmaciens soient indexés sur l'inflation. Voilà. Merci Eric. Koen Stretman, en tant que président de l'APB, quelles pratiques belges pourraient ou devraient inspirer la France? Oui, il y a plusieurs choses à dire. Par exemple, pour rebroder tout de suite là-dessus, sur l'indexation, c'est vrai, les prestataires de soins en Belgique et les pharmaciens subissent pas, reçoivent une indexation automatisée chaque 1er janvier. Ici, on a même fait du lobby auprès des autorités, et vu l'inflation énorme depuis janvier de 2022, de nous octroyer 2% supplémentaires le 1er juin. Et donc, c'est quand même un coup de boost vers les honoraires et les marges des pharmaciens. Et ça peut vous inspirer, mais je vais venir tout de suite sur ce qu'on subit aussi en Belgique, ce que vous n'avez peut-être pas. Et donc, en fin de l'année ou début de l'année prochaine, sans doute, avec l'inflation qui va peut-être être de 8%, on aura encore 6% de corrections qui vont se rajouter. Mais ce qu'on subit de l'autre côté, quand on parle en honoraire, c'est, et ça existe, je crois qu'en Belgique et à Chypre, c'est une indexation automatisée des salaires aussi. Donc depuis la crise, depuis septembre l'année passée, je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est notre système. Nos pharmaciens, nos préparateurs, ils ont eu 4 fois déjà 2% d'augmentation de salaire. Donc, l'un va peut-être avec l'autre, si vous voulez parler de ce dossier-là avec vos autorités. Parlons d'autres choses qui peuvent vous inspirer. Isabelle en a parlé, c'est la prescription électronique. Je pense que
Là, la France peut encore essayer de rattraper le dossier. C'est vrai que ça fonctionne super bien. J'ai encore travaillé ce matin à la pharmacie avec mon épouse. Les patients viennent dématérialiser, donc sans papier à la pharmacie. On lit la carte d'identité, on sait accéder au serveur et on sait rattraper les ordonnances qui sont mises là par le médecin. Il y a des clés de sécurité, etc. Le patient reste maître de ses ordonnances et c'est lui qui décide où il va. Mais le pharmacien peut, même quand le patient passe à la pharmacie, sans papier, même sans carte d'identité, si c'est un patient fidèle, on peut aller chercher l'ordonnance et la télécharger. Pendant la crise Corona, heureusement qu'on avait ce système en place. Il y avait la téléconsultation qui s'est rapidement mise en place avec le médecin pour des patients médication chronique. Le médecin mettait l'ordonnance, le patient allait à la pharmacie, mon médecin a mis l'ordonnance pour mon hypertension, ou enfin pour mon antihypertensif ou pour d'autres médicaments, pour diabète. Il a mis sur le serveur, venait le télécharger et on pouvait délivrer, donner la continuité des soins. Super, j'entends personne râler, sauf en cas de panne. Là, on a tout de suite, si on vient sans papier, sans bout de papier, sans rien à la pharmacie, c'est en panne, moi je n'y peux rien. C'est les autorités, c'est un système X, Y, Z qui tombe en panne. C'est un acheminement de systèmes technologiques. Je vous préviens quand même, quand ça tombe en panne, celui qui est le dindon de la farce, c'est le pharmacien, parce que le patient pense que c'est votre système qui ne fonctionne pas. Donc ça crée aussi, c'est le bémol de ça. C'est pas souvent, heureusement. Voilà. Ça, c'est des exemples, je peux en citer d'autres. J'ai dit, on fait des avancées dans la technologie partage de données, comme j'ai dit tantôt. Soutenir les services par la technologie. On a parfois, les pharmaciens, peur des sites online et de la technologie qui nous tombent parfois dessus, certainement en Belgique. Mais je crois qu'il faut aussi utiliser la technologie pour soutenir le pharmacien dans ses démarches. Donc on a le dossier pharmaceutique partagé. On est en train d'examiner comment on peut faire tourner des algorithmes sur le dossier pharmaceutique partagé pour soutenir, à la limite même avec de l'intelligence artificielle, le pharmacien dans sa prise de décision. Pas remplacer le pharmacien, parce qu'il faut garder, c'est ce que le patient veut aussi, le contact humain et personnalisé et l'approche coaching personnel avec le pharmacien. Mais il y a, avec de la technologie, on peut aussi soutenir le pharmacien dans certaines tâches. Merci, Koen Straetman. Pour conclure, un point peut-être de prospective avec vous, Alain Delgut. On parle de digitalisation des métiers, de demain pouvoir peut-être faire face à de nouvelles pandémies. À quoi devrait ressembler ou ressemblera la pharmacie du futur ? La pharmacie du futur, c'est celle que votre syndicat est en train d'essayer de monter ici et puis de promouvoir. La pharmacie du futur, elle ne fonctionnera que si on apporte une plus-value et un service à nos patients. Il y a quelque chose, à mon avis, sur lequel il faut absolument qu'on avance, et il n'a pas été cité pour l'instant, c'est la délivrance de médicaments normalement soumis à prescription. C'est quelque chose qui se fait déjà dans des pays européens, hein. Ça se fait déjà en Autriche, ça se fait en Irlande, ça se fait aussi dans les pays anglo-saxons, même s'ils ne font plus partie maintenant de l'Europe. Mais voilà, c'est des choses qui se font. C'est quelque chose qui commence à venir en France. Je ne sais pas s'il y a des personnes, des pharmaciens de Bretagne ici avec le système OSIS, hein, que vous avez peut-être déjà entendu parler. On va faciliter la vie des patients qui vont arriver, qui ne seront pas bien, qui ont un problème d'infection urinaire, un problème de conjonctivite, quelque chose. Voilà, s'il faut qu'ils aillent passer 4 à 6 heures aux urgences, ce n'est pas possible. On va faciliter aussi le travail de l'hôpital. On parle beaucoup en ce moment avec l'été, la problématique des services d'urgence qui sont à saturation. Il faut absolument essayer de désengorger, etc. On invente encore... J'ai bien aimé l'expression d'usine à gaz, parce qu'on est quand même, Koen, on est quand même un pays spécialisé dans les usines à gaz, un petit peu ici, des fois de temps en temps. Je ne sais pas en Belgique si c'est pareil. Mais voilà. Donc, ce modèle de la pharmacie, pour moi, effectivement, ce n'est plus, et d'ailleurs c'est la position du GPE, hein, ce n'est plus associé à la simple délivrance de médicaments. Vous l'avez vu, hein, Koen nous a donné les exemples en Belgique. Ça va être une pharmacie qui va être tournée vers le patient en coopération avec les autres professionnels de santé. On ne peut pas rester tout seul dans son coin. Koen vous a donné les exemples avec son dossier qui est partagé. Le médecin sait ce que le pharmacien a conseillé à son patient. Comme ça, il y a une transparence totale au niveau et on ne peut pas rester avec... Quand c'est transparent, on comprend, on voit ce qui a été fait et à ce moment-là, on n'est plus opposé et on comprend. On ne peut peut-être pas être d'accord sur une décision, mais au moins, on peut en parler. On ne se bloque pas sur des a priori.
Donc, si vous conjuguez l'intérêt du patient, si vous conjuguez la coopération, si vous conjuguez la transparence, et si en plus vous êtes capable de démontrer qu'on fait faire des économies au système de santé, eh bien, je crois que la pharmacie de futur, eh bien, on a un bel avenir devant nous. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous pour la qualité de ces échanges très instructifs. Nous n'avons malheureusement pas le temps de prendre les questions SMS, faute de temps. Il est 16h35, je crois. On se retrouve dans 25 minutes ici même pour une conférence sur les missions de la Haute Autorité de Santé. À tout de suite. Merci pour tout.